Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Tchad, l'Assemblée nationale est actuellement réunie en session extraordinaire. Elle doit permettre d'examiner un projet de loi constitutionnelle sur la prorogation du mandat des députés. Le combat contre Boko Haram mobilise jusqu'en Afrique centrale. La République du Congo, la Guinée équatoriale, le Nigeria et le Ghana réfléchissent à une stratégie de lutte commune. La communauté économique des États d'Afrique centrale a mandaté 2 chefs d'État à cet effet. Le patronat de Côte d'Ivoire s'apprête à lancer un indice de confiance judiciaire. Il s'agit de mettre en place une notation de l'activité judiciaire par les opérateurs économiques, notamment par le biais d'une évaluation annuelle. Au Tchad, la prorogation des mandats de députés débattus à l'Assemblée nationale. Leur mandat pourrait être prolongé jusqu'au 20 juin. Une éventualité d'ores et déjà contestée qui repousse donc de 4 mois la date des élections législatives initialement prévues au mois de février. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Au Tchad, l'Assemblée nationale examine depuis ce lundi 23 février un projet de loi constitutionnelle qui devrait permettre la prorogation du mandat des parlementaires. L'actuel mandat devrait se terminer en juin 2015. Plusieurs raisons justifieraient cette décision qui devrait permettre de recourir à la biométrie pour l'organisation des futures élections présidentielles et législatives. L'opposition, de son côté, dénonce l'absence de concertation au préalable. Du fait du retard dans le démarrage du processus électoral, on s'est bien rendu compte à une évidence qu'on connaissait déjà depuis 1 an ou 2. Le gouvernement n'a pas donné tous les moyens nécessaires à la CENI pour lui permettre de lancer le processus électoral en lançant effectivement le recensement biométrique. Et donc, c'est ce retard que nous devons gérer, ce retard qui fait que cette année 2015, aucune élection n'est possible, puisque les cartes biométriques vont être distribuées aux électeurs à partir du mois d'avril de l'année prochaine. Il n'y a pas eu en réalité d'échange, de concertation ou de consultation approfondie dans la classe politique. Les acteurs politiques ont été mis devant le fait accompli. Le gouvernement, je pense que vendredi, cette loi va être adoptée, puisque c'est le gouvernement qui a un parti majoritaire à l'Assemblée. Et donc, de ce point de vue, je pense que le débat est clos. L'objectif est également de permettre à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, d'effectuer le recensement électoral biométrique des Tchadiens de l'étranger. Les opérations doivent commencer le 6 août prochain. Pour les députés qui font partie du MPS, donc du parti au pouvoir aujourd'hui, sont d'accord avec l'idée de prolongation du mandat de l'Assemblée nationale actuelle. L'opposition, en revanche, est contre, puisque si on regarde bien la loi tchadienne, en tout cas le code électoral, l'article 146 est assez clair. La durée du mandat des députés est de 4 ans renouvelable, et donc on ne peut pas proroger de cette manière-là. D'où l'idée peut-être que au lieu d'une modification, révision de la loi constitutionnelle, peut-être aller vers un débat sur un consensus politique pour la prolongation à durée déterminée. Rappelons que c'est la 2e fois dans l'histoire de la démocratie tchadienne qu'un tel scénario se produit. Le mandat de la précédente législature avait déjà été prorogé de 4 années en 2008. 2 instances sous-régionales africaines s'unissent dans la lutte contre Boko Haram. La CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, a mandaté 2 chefs d'État afin d'élaborer une stratégie commune pour contrer le groupe terroriste. Stratégie qui s'établira en collaboration avec les présidents du Nigeria, Goodluck Jonathan, et du Ghana, John Dramani Mahama, également président en exercice de la CEDEAO. Reportage de notre envoyé spécial au Ghana, Serge Kofi. 2 chefs d'État, Denis Sassou Nguesso du Congo et Théodore Obiangema Bazogo de la Guinée équatoriale, à la rencontre du président nigérien Goodluck Jonathan pour envisager une stratégie de lutte contre la secte islamique Boko Haram. Après avoir annoncé une aide d'urgence de 50 milliards de francs CFA, la communauté économique des États d'Afrique centrale a mandaté les 2 chefs d'État pour discuter avec le président nigérian. Son pays est principalement touché par les actes de la secte. Les 3 dirigeants africains ont, lors de cette rencontre d'Abuja, travaillé sur les mesures de lutte contre le groupe islamique et exprimer leur solidarité. Au total, il s'agit d'étudier ensemble, dans le cadre de la mise en œuvre de l'architecture de sécurité collective en Afrique. Il s'agit de voir comment nous pouvons coordonner
toutes nos actions de la CEDEAO et de la CEAC pour faire face au fléau de Boko Haram et éradiquer ce fléau qui menace gravement la paix, la sécurité et le développement. Les deux représentants de la CEAC se sont ensuite rendus au Flagstaff House, la présidence ghanéenne, afin de rencontrer le président John Dramani Mahama, chef de l'État et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Objectif, envisager une stratégie de lutte commune entre la CEAC et la CEDEAO. Nous avons toujours cru que Boko Haram est un problème nigérien, mais nous voyons que c'est un problème qui traverse les frontières. Ce problème n'affecte pas seulement le Nigeria, mais aussi le Niger, le Cameroun et le Tchad. L'Afrique doit tout faire pour éradiquer ce phénomène qui veut s'étendre. C'est pour cela que nous avons été mandatés par la CEAC pour prendre contact avec la CEDEAO et le président Goodluck Jonathan pour agir ensemble. À l'issue des travaux, les chefs d'État représentants de la CEAC ont annoncé une rencontre d'experts militaires le 27 et le 28 février prochain à Yaoundé, la capitale du Cameroun. L'armée lance une offensive contre les FDLR en République démocratique du Congo. Ces premières attaques contre les rebelles Hutus des forces démocratiques pour la libération du Rwanda ont eu lieu ce mardi dans l'est du pays. L'opération se tient sans l'appui de la MONUSCO. Au début du mois, la mission de l'ONU a décidé de suspendre sa coopération avec l'armée congolaise. Les explications à Daminata Diak. En République démocratique du Congo, l'armée a lancé un assaut contre les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda ce mardi 24 février au sud Kivu, une opération qui fait suite à la fin officielle de l'ultimatum fixé par le gouvernement pour le désarmement volontaire des rebelles Hutus rwandais. En effet, le président congolais Joseph Kabila, les chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ainsi que la communauté internationale avaient appelé tous les groupes armés, y compris les FDLR, à déposer les armes volontairement sous peine d'y être contraints par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Les opérations contre les forces démocratiques de libération du Rwanda ont commencé au sud Kivu ce 24 février et vont durer aussi longtemps que ces gens vont résister. Pour certains acteurs politiques, il ne suffit pas seulement que les rebelles rwandais déposent les armes. Nous avons demandé à ce que les FDLR, qui sont les groupes armés rwandais, rentrent chez eux à Kigali. C'est tout ce que nous avons demandé et nous dénonçons aussi, la délocalisation de ces militaires-là de Goma vers Kisangani. Donc il faut que cela s'arrête. Nous demandons, nous exigeons à ce que ces groupes armés des FDLR rentrent à Kigali. C'est ce que nous demandons. L'opération en cours est menée de manière unilatérale par l'armée congolaise. À la mi-février, le gouvernement avait refusé l'aide proposée par la MONUSCO. Cette dernière avait promis un soutien logistique, stratégique et opérationnel dans la lutte contre les FDLR. Il serait 18 millions dans le monde à être apatrides. Ces personnes dont aucun État ne reconnaît la nationalité ne peuvent par conséquent bénéficier de protection. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire se penche sur ce sujet lors d'une conférence qui se tient à Abidjan, la capitale économique, jusqu'au 25 février. Kekeli Afeto. Première conférence interministérielle sur l'apatridie en Afrique de l'Ouest du 23 au 25 février à Abidjan en Côte d'Ivoire. Avec plus de 750 000 apatrides dans la sous-région, les experts auront à aborder plusieurs questions, surtout d'ordre juridique, pour freiner le phénomène. Nous avons au moins environ 1 million de personnes qui sont des apatrides en Afrique de l'Ouest sur les 10 millions à travers le monde. Et ces chiffres ne représentent que 5% des données que nous avons. Les bons élèves méritent d'être accompagnés dans cette lutte. Pour les spécialistes, des lois concrètes méritent d'être votées pour espérer juguler ce phénomène. La tâche étant considérable, ils espèrent que les gouvernements bénéficieront d'accompagnement dans la lutte contre cette gangrène. Les mesures à prendre concernant ces apatrides, il s'agit surtout des mesures d'accueil, d'intégration. En général, les pays africains, les Africains sont solidaires. Or, ce n'est pas normal qu'on ait tant de monde sans pays. Mais en même temps, il faut dire que c'est un travail très énorme, très difficile pour les pays qui nécessite une certaine coopération entre les pays.
ça peut se faire au niveau des sous-régions et en même temps de l'aide de la communauté internationale parce que c'est un domaine qui ressort des hauts commissariats des réfugiés. Bon élève dans la lutte contre l'apatridie, la Côte d'Ivoire avait ratifié depuis 2013 les conventions internationales en la matière. Une décision et un engagement politique hautement salutaire, malgré les insuffisances au niveau des lois nationales. En Côte d'Ivoire, le secteur privé se dote d'un nouvel instrument de performance qui a pour but d'améliorer le climat des affaires. La justice ivoirienne n'a pas bonne presse, en particulier auprès du monde des affaires. Le patronat ivoirien veut y remédier et lance un indice de confiance judiciaire. Les précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Bientôt un indice de confiance judiciaire en Côte d'Ivoire. Le projet est mené par la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, avec l'assistance technique d'un cabinet d'avocats d'affaires. L'indice permettra de mesurer le sentiment du monde des affaires vis-à-vis de l'appareil judiciaire ivoirien. La justice est notamment accusée de corruption et de lenteur dans les décisions, ce qui a un impact négatif sur l'environnement des affaires. Si les opérateurs économiques viennent dans un pays, c'est pour être sûr que dans ce pays, leurs investissements, seront sécurisés parce que les décisions de justice pourraient être profitables. C'est pour cela que nous avons sollicité un cabinet d'avocats ivoiriens pour nous bâtir un indice de confiance pour qu'on puisse, avec cet indice, voir à quel niveau on se trouve et voir quels sont les aspects qu'il faut améliorer pour nous permettre de contacter le gouvernement et puis de leur dire voilà, nous devons travailler dans telle et telle direction parce que ces points-là doivent être améliorés pour que les opérateurs puissent venir en Côte d'Ivoire et réaliser les investissements qu'il faut pour que nos jeunes aient des emplois et tout. L'indice de confiance judiciaire a été élaboré avec des questionnaires pour couvrir l'ensemble des préoccupations des opérateurs économiques dans leurs interactions professionnelles ou personnelles avec la justice en Côte d'Ivoire. Il y a un questionnaire sur chaque aspect du déroulement de la procédure jusqu'à son exécution, sur son degré de satisfaction. Donc il y a des notations, je suis très satisfait, moyennement satisfait et jusque insatisfait ou disons même révolté. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments d'appréciation, une sorte d'échelle d'appréciation en fonction des réponses qui vont être données. L'objectif de l'indice de confiance judiciaire est de rehausser à terme l'efficacité et la réputation de l'appareil judiciaire à l'image du tribunal de commerce d'Abidjan. Contrairement à la justice ivoirienne dans son ensemble, le tribunal de commerce d'Abidjan est perçu comme une institution crédible rendant des décisions justes, citant un exemple dans le monde des affaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.